Madame, Monsieur, bonsoir à la une de cette édition. Comment éviter une crise alimentaire en Afrique? La question est depuis ce matin au cœur des discussions du Forum régional sur le coton et la sécurité alimentaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Durant 3 jours, les experts venus de plusieurs pays africains essayeront de répondre à cette question. Shimon Peres dans un état critique. Le président israélien est hospitalisé depuis ce matin suite à un accident vasculaire cérébral. À l'annonce de l'hospitalisation du prix Nobel de la paix a suscité une vive émotion en Israël et partout dans le monde. Et puis, le virus Zika a fait son apparition en Thaïlande. 200 cas ont été enregistrés par les autorités thaïlandaises. Ces derniers ont lancé une vaste campagne de fumigation pour amoindrir les dégâts. Encore une fois, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au journal de Delta Santé. Je le disais en titre, le Togo abrite depuis ce mercredi matin le forum régional sur le coton et la sécurité alimentaire dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Un forum qui permettra aux participants de réfléchir aux problèmes qui se posent à eux. Plus de précisions avec Nazif Afo et Mathias Essessi. Et les appuis financiers. La sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest est au cœur d'un forum qui s'est ouvert ce mercredi à Lomé. Et monsieur le représentant de l'UEMON. L'objectif de ce forum est de servir de cadre de réflexion et d'échange entre les parties prenantes sur la problématique du secteur du coton et de la sécurité alimentaire. Cet atelier veut mettre la lumière sur le lien entre le coton et la sécurité alimentaire. Nous avons constaté par exemple en 2008, lorsqu'il y avait la crise sur la sécurité alimentaire en Afrique, que le producteur de coton n'était pas épargné de cette crise, parce qu'ils sont supposés d'être un peu mieux placés par rapport à d'autres cultivateurs, mais ils étaient aussi touchés. Donc on a constaté qu'il y a un lien fort entre les deux, et nous voulons donc essayer d'analyser les problématiques sur le coton et la sécurité alimentaire ensemble. Près de 200 participants représentant les partenaires nationaux et régionaux du projet USAID 4CP et autres acteurs du secteur agricole prennent part à ce forum. Ces derniers pourront donc partager leurs expériences avec les autres. Le contenu, c'est quoi? Ça va couvrir tout ce qu'on a dit, les modules de bonnes pratiques et de technologies post-récolte. La diffusion de ces modules. Ça va concerner également l'étude sur la santé des sols. Ça va concerner également tous les acquis dans le domaine de la femme, notamment l'accès des femmes aux ressources productives. À l'issue de la cérémonie d'ouverture des travaux, un partenariat a été signé entre l'IFDC et le CORAF. Ce partenariat vise à fournir des engrais de qualité aux producteurs. Aujourd'hui, en signant cet acte, pour nous, c'est une façon d'accueillir l'IFDC dans la grande famille du CORAF, qui compte 23 pays membres et qui est reconnu comme bras technique de 4 commissions économiques régionales, la CEDEAO, l'UEMOA, la Commission des États de l'Afrique centrale et la CEMAC aussi en Afrique centrale. Et nous pensons qu'à travers de ce protocole d'accord, on peut renforcer la collaboration et avoir plus de l'impact sur la sécurité alimentaire dans la zone soudano-sahélienne. Les organisateurs de ce forum entendent, entre autres à l'issue des travaux, acquérir les expériences apprises par l'IFDC et l'UOMOA dans le domaine du secteur du coton et de la sécurité alimentaire. Visite de l'exposition et nous reviendrons tout à l'heure. L'actualité à présent du Togo est marquée par cette nouvelle attaque de la secte islamiste Boko Haram à l'est du Nigeria. Cette attaque a frappé particulièrement la ville de Difa. Les djihadistes ont pu être repoussés grâce à l'armée tchadienne. 3 d'entre eux ont malheureusement été tués. Des islamistes dans la journée du 12 septembre. Une trentaine de terroristes ont été tués, révèle un communiqué du ministère nigérien de la Défense contre 5 militaires. À ce bilan, faut-il ajouter 6 soldats blessés. Les hommes de Boko Haram ont pu être repoussés grâce à l'intervention des forces tchadiennes présentes dans la région à Printemps. Les autorités nigériennes indiquent qu'elles ont capturé 2 éléments de la secte et saisi une importante quantité d'armes et de munitions. Les militaires soupçonnaient les éléments de Boko Haram de vouloir s'en prendre au village de Toumour, dans lequel les populations des localités telles que Bosso ont trouvé refuge après avoir été attaquées elles aussi par les islamistes.
Le camp d'Ali Bongo prêt à répondre aux accusations de l'opposition. Il accuse Jean Ping et ses siens d'avoir falsifié les procès verbaux du Haut-Togoé. Il compte le prouver à la Cour constitutionnelle dans les jours à venir. Le camp Ali Bongo Ondimba se dit prêt à répondre à la requête déposée par Jean Ping, mais pas que sur les procès verbaux de la province du Haut-Togoé, fief politique du candidat sortant. Le président du comité juridique de campagne d'Ali Bongo assure que même les avocats du président en exercice vont présenter à la Cour constitutionnelle des procès verbaux qui prouvent que le camp Jean Ping a falsifié des documents. De la province du Haut-Togoé, vous en doutez, nous avons procédé donc à plusieurs contacts. Les irrégularités que nous constatons, c'est que nous sommes à peu près sûrs que M. Ping a falsifié des procès verbaux dans ce qu'il nous a transmis. Et regardez comment ce procès verbal, il est fait. Voilà. Et nous en avons comme ça plusieurs. Ce que vous voyez sur ma table, c'est à chaque fois ce type de procès verbaux raturés, alors qu'ils ne doivent pas l'être. Voyez. Le dossier soumis à la Cour par le pouvoir devrait comporter 297 procès verbaux du Haut-Togoé ainsi que des éléments sur des fraudes supposées du camp Jean Ping dans diverses localités comme celle du 2e arrondissement de Libreville. Mais pour l'opposition, la victoire ne fait l'objet d'aucun doute. On est confiant quant au fait qu'on a gagné l'élection, on le sait. Donc ça ne fait aucun doute. Sans laisser compter, quoi. C'est-à-dire que je pense quand même que le rejet est tel que sur les 174 PV qu'on a présentés, il y a à peu près 44 000 électeurs concernés sur les 71 000 que compte le Haut-Togoé. Dans les 44 000, il y a 11 000 abstentions. 11 000 et non 47 personnes, comme le dit le ministre de l'Intérieur. Il y a 11 000 abstentions. Ces 11 000 abstentions suffisent à faire en sorte qu'Ali Bongo ne puisse pas gagner l'élection présidentielle au Gabon. Rien que les abstentions. La Cour constitutionnelle du Gabon a jusqu'au 23 septembre pour rendre sa décision. En Zambie, Edgar Lungu a été officiellement investi hier pour un second mandat. Il a eu au cours de son investiture appelé à l'unité nationale. Son principal opposant, Aikilende Hichilema, conteste toujours sa réélection. Edgar Lungu a été finalement investi ce mardi comme nouveau président élu de la Zambie. La cérémonie a été plusieurs fois repoussée à cause du recours introduit par l'opposition pour invalider son élection. Lundi, la Cour suprême zambienne a rejeté le dit recours introduit par le candidat malheureux Hakainde Hichilema qui continue d'affirmer que le scrutin du 11 août dernier était truqué. Lungu peut donc commencer son premier mandat plein de 5 ans. Maintenant que les élections sont terminées, parlons d'une seule voix et restons plus que jamais unis. Nous allons accorder la priorité à la relance de notre économie. Ces supporters, venus par milliers des 4 coins du pays, ont pris d'assaut le stade national des héros. Plusieurs d'entre eux ont souhaité qu'il tienne ses promesses de campagne. Je veux que Lungu continue son travail et réalise sa promesse de créer plus d'emplois. Il doit construire plus d'écoles dans les zones rurales car beaucoup de mes amis ne sont pas instruites. Pas parce qu'elles ne voulaient pas, mais parce qu'elles n'avaient pas d'argent pour aller à l'école. Edgar Lungu a été réélu le mois dernier lors d'un scrutin très serré. Il a appelé à l'unité nationale dans son discours d'investiture. Selon les données du Bureau des statistiques publiées en avril, 54% des 16 millions de Zambiens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Toujours sur le continent africain, Leissa Faisal, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Eh bien, c'est le coureur de fond éthiopien qui a fui son pays, qui a quitté les Jeux pour se réfugier aux États-Unis. Et il a donné sa toute première conférence de presse pour dénoncer la situation des droits de l'homme qui prévaut dans son pays. Bras croisés au-dessus de la tête à Washington lors de sa première conférence de presse. Le même geste symbolique qui avait fait le tour du monde à Rio, lorsque Feiza Lilesa franchissait deuxième la ligne d'arrivée. Le coureur de fond, réfugié depuis aux États-Unis, dénonce la situation dramatique que vivent des milliers d'opposants dans son pays, l'Éthiopie. Le gouvernement a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques qui défendaient leurs droits. Plus d'1 millier de personnes ont trouvé la mort dans les manifestations.
Depuis près d'un an, la contestation anti-gouvernementale enfle et les images d'une des dernières manifestations début août à Addis Abeba témoignent de la violence de la répression. L'ONU a exhorté les autorités éthiopiennes à autoriser la présence d'observateurs internationaux. Personnellement, j'ai extrêmement peur que cela prenne une dimension ethnique. Vous pourriez voir un scénario comme au Rwanda, où les groupes ethniques se dressent les uns contre les autres. Plusieurs centaines de morts depuis 2015, selon les organisations de défense des droits de l'homme. À l'origine, la révolte des membres des ethnies Oromo et Amara, majoritaires dans le pays. Ces membres dénoncent les discriminations dont ils sont victimes de la part de la minorité des Tigréens qui exercent le pouvoir et le redistribuent aux membres de leur ethnie. Feiza a laissé une femme et 2 enfants au pays par crainte de représailles. Il ne dispose que d'un visa américain temporaire. Dimanche, Tamirou Demis, notre champion éthiopien, a pris le relais aux Jeux paralympiques de Rio et a été sévèrement rappelé à l'ordre par le comité organisateur. L'actualité hors du continent africain est marquée par cette décision des autorités françaises qui veulent définitivement résoudre le problème des migrants de Calais. Le ministre de l'Intérieur français propose de répartir ces migrants de Calais dans les autres régions de la France. Une décision impopulaire qui ne plaît pas aux autres élus locaux. 9 000 migrants à Calais, 3 000 en Île-de-France. Pour en finir avec cette situation, le ministère de l'Intérieur entend désormais répartir ces 12 000 migrants sur tout le territoire. Il faudra que chacun accepte de prendre un peu de sa part pour que le drame humanitaire à Calais s'arrête. Chacune des 12 régions devra donc trouver des places d'hébergement, une répartition proportionnelle à la population. La région Auvergne-Rhône-Alpes devra donc passer de 379 places à 1784. C'est 4 fois plus qu'aujourd'hui, mais pour son président, c'est tout simplement inacceptable. Dans notre région, on ne se laissera pas faire. Concrètement, ça veut dire qu'on refusera ces ouvertures, qu'on sera au soutien de toutes les communes qui vont se mobiliser, de tous les habitants qui vont se mobiliser, et que s'il le faut, on fera le bras de fer avec les préfets. La région PACA, elle, devra passer de 226 places à 1175, c'est 5 fois plus. Pour Christian Estrosi, démanteler Calais de cette façon ne résoudra rien. On essaie de transformer la jungle de Calais en une addition de mini-jungles sur l'ensemble des régions et des territoires de France. La région Nouvelle-Aquitaine devra passer de 495 places à 1484, 3 fois plus. Le président socialiste de la région est prêt à le faire. La France doit accueillir, le temps qu'ils y restent, pendant la période de guerre et de violence chez eux, correctement, ces hommes et ces femmes. Sinon, quelque part, on n'appartient pas à l'espèce humaine. Les préfets appliqueront le plan Cazeneuve d'ici la fin de l'année, sans que les élus locaux aient leur mot à dire. Toujours au chapitre des migrants, le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg demande à ses homologues de l'Union européenne d'exclure la Hongrie de l'Union à cause de sa politique en faveur des migrants. Une déclaration qui a suscité beaucoup de réactions. La Hongrie, forteresse de l'Europe. Depuis un an, le pays se barricade derrière ses barbelés. 175 km de clôture à sa frontière. Tout est mis en œuvre pour empêcher les réfugiés d'aller plus loin. Et c'est bien ce qui inquiète certains dirigeants européens. Dans une interview, le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg appelle à exclure la Hongrie de l'Union européenne. Pour lui, tout est question de valeurs. Sans solidarité, il n'y a plus d'Europe. On ne peut pas résoudre le problème de la survie de l'Union européenne si nous perdons l'essence de l'Union européenne, si nous perdons les valeurs de l'Union européenne. Et c'est ça, le propos que j'ai tenu dans un journal allemand. Une déclaration incendiaire. Beaucoup ont pris leur distance avec les propos du ministre et ont cherché à tempérer. Fermer la porte à un État membre de l'Union européenne, ce n'est pas ma politique. Mais nous devons parfois aussi faire face à des débats complexes. Mais côté hongrois, cette déclaration est une véritable insulte. Le peuple hongrois aura l'opportunité de prendre ses propres décisions sur la politique migratoire. Contrairement à Jean Asselborn, nous écoutons la voix du peuple. C'est ça la démocratie.
La démocratie en marche en Hongrie, ce sera le 2 octobre. Le gouvernement a prévu un référendum pour ou contre les quotas de migrants imposés par l'Union européenne. Pour l'heure, Viktor Orban mène un bras de fer avec l'Europe pour n'accueillir aucun réfugié et les Hongrois pourraient bien lui donner raison. David Cameron, rattrapé par son passé, un rapport parlementaire met ce dernier en cause et il accuse de n'avoir pas élaboré une stratégie d'intervention en Libye. Selon le même rapport, l'intervention de l'armée britannique dans ce pays avec un seul but, chasser du pouvoir le guide de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi. Septembre 2011, Kadhafi vaincu. David Cameron, aux côtés de Nicolas Sarkozy, est porté en triomphe par les habitants de Benghazi. 5 ans après, l'ex-premier ministre britannique est rattrapé par l'intervention militaire en Libye. Un rapport parlementaire dénonce l'absence de stratégie cohérente. La décision initiale d'intervenir a été prise à partir d'informations inadéquates concernant la menace sur Benghazi. Nous nous sommes alignés sur l'agenda français et c'est devenu une initiative personnelle du Premier ministre Cameron et du président Sarkozy. Au lendemain de sa démission en tant que député britannique, David Cameron est accusé d'avoir recherché avant tout la chute du dictateur libyen, plutôt que la protection des civils, sans tenir compte des conséquences et de la menace des djihadistes. L'intervention militaire a conduit la Libye au chaos, morcelée par des milices rivales, rongée à Sirte par le groupe État islamique, réduite à un État croupion reconnu par la communauté internationale. La Libye est un désastre depuis 5 ans et un problème très sérieux pour ses voisins et l'Union européenne, avec des flux migratoires incontrôlables. Après 5 années de guerre civile, le gouvernement d'union nationale à Tripoli est dangereusement concurrencé par celui du général Haftar à l'est. Ses troupes viennent de prendre le contrôle total du croissant pétrolier libyen entre Benghazi et Sirte. Shimon Peres est dans un état critique, je le disais en titre, et le président israélien a été admis à l'hôpital Tel Asmour suite à un accident vasculaire cérébral. Âgé de 93 ans, Shimon Peres est l'une des figures de proue de l'histoire contemporaine d'Israël. Voici le dernier message adressé par Shimon Peres à ses concitoyens, quelques heures seulement avant son accident vasculaire cérébral. Sur les médias sociaux, l'ancien président appelle à consommer Made in Israël. Depuis, Shimon Peres, âgé de 93 ans, a dû être admis d'urgence à l'hôpital Tel HaShomer, près de Tel Aviv. Il se trouve actuellement en soins intensifs. L'hémisphère droit de son cerveau a été endommagé, mais selon son médecin personnel, les chances de survie seraient plutôt bonnes. Il s'est montré réactif. Il a répondu à notre appel lorsque la sédation a été un peu atténuée. Nous allons rester près de lui pendant la journée et nous espérons être en mesure d'entrer en contact avec lui la prochaine fois que la sédation sera amoindrie. Quoi qu'il en soit, il écoute et il comprend ce qui se passe, de sorte que nous gardons espoir. D'Israël et du monde entier, les messages de soutien affluent. Shimon Peres est l'un des derniers pères fondateurs de l'État toujours en vie. Artisan de la réconciliation avec le peuple palestinien, il a gouverné le pays à plusieurs reprises et obtenu le prix Nobel de la paix. Pour sa famille réunie à son chevet, son engagement a été le moteur de sa vie. Je sais que pour mon père, rien n'importait plus que les gens, Israël, le peuple juif et le peuple d'Israël. En janvier dernier déjà, Shimon Peres avait dû être hospitalisé pour 2 alertes cardiaques. Mais même s'il s'était officiellement retiré de la vie politique, infatigable, il restait très actif et engagé à travers son Centre pour la paix. Après l'Amérique du Nord et du Sud, le virus Zika sème à présent la désolation en Asie. Et c'est justement en Thaïlande qu'il a élu domicile où 200 cas ont été enregistrés. Pour éviter la propagation du virus, les autorités thaïlandaises ont tout simplement décidé de procéder à une vaste campagne de fumigation. Au cœur de Bangkok, armés de fumigateurs, on traque les moustiques, vecteurs potentiels du virus Zika. Les moines enfumés se protègent derrière leur robe safran, non loin de là des écoles, des commerces. Le quartier est résidentiel et commerçant. Pour la première fois, les autorités thaïlandaises ont dévoilé des chiffres. 200 cas de Zika dénombrés depuis le début de l'année, dont des femmes enceintes. 60 nouveaux cas déclarés rien que les 3 dernières semaines.
aucun bébé n'aurait développé de microcéphalie. Mais pour autant, l'inquiétude grandit. Je suis préoccupé. Je crains que la situation n'empire. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent ici. Les autorités thaïlandaises, elles se veulent rassurantes. Elles craignent aussi que la présence du Zika n'effraie les touristes et n'entame ce secteur très rentable. Pour le moment, des fumigations de produits ne sont organisées que dans les zones potentiellement infectées et les risques semblent être minimisés. Chiang Mai et Phetchabun sont quand même sous surveillance renforcée. L'édition méritait essentiellement qu'il était question de se poser cette question. Comment éviter la crise alimentaire en Afrique? La question était au cœur des discussions depuis ce matin lors du forum régional sur le quota et la sécurité alimentaire dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Durant 3 jours, les experts vont essayer de répondre à cette question. Shimon Peres est dans un état critique. Le président israélien est hospitalisé depuis ce matin suite à un accident vasculo-cérébral. Et l'annonce de son hospitalisation a suscité une vive émotion. Et puis le virus Zika fait son apparition en Thaïlande. 20 cas ont été enregistrés par les autorités thaïlandaises. Ces derniers ont lancé une vaste campagne de fumigation pour amoindrir les dégâts. Voilà qui referme définitivement cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à la présenter. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Delta Santé.